Bonjour et bienvenue au Rendez-vous Biblio. Notre invité d'aujourd'hui est un auteur originaire de La Chute qui a publié 2 romans, L'homme qui n'avait pas de main et Les Trois Bozos, à travers sa propre maison d'édition, les éditions du Petit Poffin, et nous aurons bientôt droit à son 3e roman. Richard Lafortune, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Richard, avant de devenir auteur, vous avez travaillé dans le milieu du spectacle. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce domaine? J'étais plutôt paresseux à l'école, puis pas que ça ne m'intéressait pas, mais j'avais des problèmes à m'adapter à la structure scolaire, puis il faut savoir que je suis TDAH, puis je m'en suis jamais caché, sauf que je l'ai découvert pas mal plus tard dans ma vie. Ça veut dire que quand j'étais à l'école, pas capable de me concentrer, rien. Puis à un moment donné, quand j'avais fin de mon adolescence, mon beau-frère, Daniel Jobin, à l'époque, l'ex-mari de ma sœur Chantal, il travaillait avec un band qui s'appelait l'Intro, qui était un band bien populaire dans le coin. Et ils m'ont offert un job d'éclairagiste. Je savais même pas comment planter une ampoule dans un circuit. Mais juste pour partir, j'ai embarqué avec eux autres, j'ai commencé là-dedans. Puis après ça, j'ai tout le temps continué, puis le hasard a fait que j'ai eu la chance de progresser à d'autres niveaux, avec d'autres bands. Puis après ça, je me suis ramassé avec un groupe qui s'appelait Uzeb à l'époque, qui était très, très populaire. Puis j'ai appris sur le tas, j'ai fait de l'éclairage pendant longtemps. Puis après ça, je me suis ramassé dans une boîte qui s'appelle Solotech. J'ai été là pendant 30 ans. Je me suis élevé au poste de vice-président. Puis, oui. Puis, à un moment donné, tout récemment, ça fait à peu près 1 an, j'ai décidé que j'avais fait le tour, puis le show business m'intéressait, ça m'a toujours intéressé, mais j'avais fait le tour du jardin, puis j'ai décidé de passer à d'autres choses. OK. Ouais. OK. Et est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez éventuellement publier un livre? Jamais. Non? Non. Ça vous Jamais. est juste venu comme ça il y a quelques années? Jamais, parce que le fait que je sois TDAH, puis je ne passerai pas ma soirée à te parler de ça, fait qu'au niveau de la concentration, premièrement, il faut savoir que j'ai jamais lu un livre de ma vie, moi. Pas capable. J'ai de la misère à lire un article dans un journal. Ça veut dire que là, d'écrire un livre, de lire un livre, de le prendre, puis de partir au début, j'ai essayé souvent, parce que la lecture. Là, je lis premièrement juste la préface, si j'en ai des soirs. Après ça, je pars dans l'histoire. Là, je suis rendu à la page 10. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il y avait à la page 2? Fait que je recommence. Puis j'ai fini par tout foutre ça là. Puis pour une raison que j'ignore, j'ai commencé à un moment donné... parce que quand j'étais tout jeune, j'écrivais des paroles de chansons. OK. Quand j'étais ado. Puis à un moment donné, tout ce que j'avais fait a disparu et c'est une très bonne chose. Puis après ça, à partir d'idées, le premier livre que j'ai écrit, c'est en 2000. C'était un livre qui s'appelle toujours, parce qu'il fait partie des projets, Les To You, qui est une histoire rocambolesque. Et j'avais écrit ça avec mon beau-frère, Pierre Lafont, à l'époque, et l'autre mari de ma sœur, puis mon ex-épouse. Puis bref, je suis parti là-dedans. Et à un moment donné, tout a tombé, j'ai laissé ça de côté parce que, bref, je tournais encore, puis j'étais chez Solotech, puis à un moment donné, j'ai eu une idée sur une histoire, puis je me suis dit, pourquoi tu tenterais pas l'aventure de juste mettre ça sur le papier? Et c'est là que L'homme qui n'avait pas de main a poussé, l'inspiration locale, et je ne sais pas comment ça se fait, mais ça a commencé à couler. Je l'ai écrit. Puis après ça... En une seule fois? Non, mais sans à chaque fois que je pars... premièrement, j'avais zéro technique, je connais rien là-dedans. Fait que j'écrivais. Puis à un moment donné, j'avais une amie qui est décédée, qui s'appelait José Roy, qui était bien spécial pour moi. D'ailleurs, je le mentionne dans tous mes bouquins, qui m'aidait là-dedans parce que je suis très, très désorganisé, moi, à cause de mon... Fait que là, il fallait que je m'organise, puis que là, tu commences là-dedans, puis bon, c'est beau, j'écris un livre.
Mais là, ça prend un correcteur, un réviseur, ça prend un graphiste, ça prend un imprimeur, ça prend un distributeur. Je te laisse un peu là. Comment ça marche, cette affaire-là? Fait que j'ai commencé à picosser là-dedans, puis je me suis aperçu assez rapidement que c'était très compliqué. OK. Bien compliqué. Mais j'ai jamais parti dans ce trip-là pour en faire une... Regarde, j'ai 61 ans, là. J'écris pour le plaisir de la chose, là. J'ai pas la prétention que je vais m'acheter un château en Espagne avec ça. On sait jamais. Mais est-ce que je peux... Non, mais je le fais pour le plaisir. Et ceci dit, à un moment donné, je me suis dit, ben, regarde, c'est bien compliqué, fait que je vais partir ma propre maison d'édition. Les Petits Pas Fins. D'où est venu le nom, d'ailleurs, les Petits Pas Fins? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, depuis longtemps, avec plein d'amis dans le coin, on parle des Petits Pas Fins, les Petits Pas Fins, ça, c'est des Petits Pas Fins. Puis moi, je me considère comme un Petit Pas Fin. Fait que je me suis dit, ben, Christy, on va appeler ça les éditions du Petit Pas Fin. D'ailleurs, à un moment donné, quand je me suis associé avec Jean-François Bibeau, qui était un autre un peu fêlé entre les deux oreilles, on était dans un salon du livre, puis il me dit... tu sais, il dit à chaque fois que tu as un nom de compagnie, whatever, il y a toujours comme un petit slogan. Un slogan, whatever. Moi, ça m'a pris 2 secondes, j'ai dit, gars, pas sûr que tu vas aimer ça. Il m'a regardé, il a dit, Carly, c'est bon ça. Pas sûr que tu vas aimer quoi? Ben, les éditions du Petit Pas Fin, je suis pas sûr que tu vas aimer ça. Moi, je trouvais ça sharp. Parce que, regarde, je suis pas sûr que tu vas aimer ça, parce que les Petits Pas Fins... C'est-à-dire nos livres, les livres de l'édition? Oui, parce que c'est... moi, j'ai le goût de conter des histoires, puis j'ai pas beaucoup de... Malgré que ça prend un certain filtre, là, quelque part, là. Mais j'ai le goût, à chaque fois que j'écris, de m'en aller au bout de mon histoire. Puis il y en a qui sont plus saugrenus, il y en a qui sont plus vulgaires, mais ça dépend tout le temps de ce qu'on veut dire par le mot vulgarité. Moi, dans mes comédies satiriques, si on veut, ou je cherche le terme, mais c'est pas grave. J'utilise beaucoup des termes, des blasphèmes, des sacres, parce que pour moi, c'est important d'utiliser les mots. Premièrement, c'est tous des mots qui font partie du dictionnaire. Puis à partir de là, si je te dis, là, je suis fâché, Nadine, ça veut dire quelque chose. Mais là, si je te dis, Nadine, là, je suis en tabarnak, c'est pas la même connotation. Non. Puis pour moi, c'est bien important. Mais il y a beaucoup de monde qui dit, ouais, mais c'est un manque de vocabulaire. Pas en tout. C'est pas un manque de vocabulaire. C'est une question d'utiliser ces mots-là pour amener l'émotion que tu veux partager à la puissance que tu veux la passer. J'ai d'ailleurs beaucoup d'autres livres que j'ai écrits qu'il n'y a pas de... J'utilise pas le sac pour le plaisir de blasphémer. Ça donne une dimension au personnage. Ben oui, aussi. puis surtout, tu sais, dans les histoires, il n'y a pas beaucoup de blasphème dans L'homme qui n'avait pas de main, mais les bozos, ça, c'est 3 beaux hosties de caves, ça, là. Fait qu'automatiquement, eux autres, ils se parlent avec la manière, avec les moyens qu'ils ont, tu comprends? Justement, parlons-en des 3 beaux os. Oui. C'est le premier roman le deuxième roman que vous avez écrit. Oui. Et c'est un... J'ai demandé de me tutoyer, elle m'a dit non, je peux pas faire ça dans le cadre. Fait qu'elle veut que je me sente plus vieux. Fait que continue, Nadine. Donc, Les 3 beaux os, c'est un livre qui suit les aventures de, et je cite, 3 cornichons qui manquent incroyablement de jugement. Oui. Vous les décrivez aussi comme 3 concombres, 3 moineaux. Oui. Expliquez-nous un peu. Ben, les bozos, c'est pas compliqué, hein. Puis j'ai fait bien attention à expliquer à ceux qui sont concernés que c'est une histoire, c'est une fiction. Les bozos, c'est 3 amis qui sont très, très proches. Tu as La Fontaine, qui est moi, La Fortune. T'as Pichette, qui est Marc Binette, qui est un gars de... Puis t'as... Comment ça s'appelle mon 3e, là? Mon Parisot, là, c'est... pas Archambault, mais... Marino! Bon. Fait que, tu sais, on est 3 chums de la chute depuis depuis 1727. Et j'ai décidé de prendre ces 3 personnages-là et d'en faire une histoire qui a beaucoup de connotations avec la chute, parce que Marino, il est dans le magasin chez son père, chez Pep, puis La Fontaine, il se pense plus intelligent que les autres, mais il est probablement plus épais que les 2 autres. Ça, c'est vous. C'est moi, ça. Puis Pichette, mon Binette, puis il y a plusieurs anecdotes dans ce livre-là qui sont vraies.
Je dirais pas ce sont lesquels, parce que je serais gêné. Mais 80% de l'histoire, c'est une fiction. C'est l'histoire de 3 gars qui, avec La Fontaine comme les deux, décident que sont tannés de traîner dans le village de la chute et qui décident de vouloir faire fortune sans pour autant y mettre le moindre effort. Chose qui est plutôt rare dans la vie. Fait que là, ils commencent à faire des petits coups à gauche, à droite. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils se font pogner, c'est sûr. Puis là, ça commence par des petites conséquences. Là, ils se ramassent devant le juge. Puis là, le juge, bon, il est soignant dedans. Ils ressortent. Ils essayent quelque chose d'un peu plus gros. Ils se font tout le temps pogner. Ils sont toujours devant le même juge, qu'à chaque fois qu'ils voient arriver, ils disent « C'est pas encore vous autres, là, les 3 épais, vous n'avez pas compris. » Mais ils sont tellement épais que même en prison, les co-détenus en ont peur. C'est des dangers publics. Fait qu'ils ont juste hâte qu'ils sortent. Donnez-nous un exemple d'une péripétie. Oh, regarde. Ils sont en dedans. Ils sont en dedans, puis... moi, le pâté chinois, à un moment donné, il y en a un qui travaille en cuisine, puis il décide de faire un pâté chinois, mais il cache de la viande hachée pendant 2 mois parce qu'il s'est fait dire que du bœuf vieilli, c'est meilleur. Il fait un pâté chinois. Tabarnak, ils sont tous malades, toute la gang. Après ça, l'autre, il travaille dans l'atelier de soudure. Il s'enfarge dans un bol, il brûle l'autre au 2e degré. Après ça, l'autre, il tiche. Partout ce qu'ils sont, ils font des gaffes. Mais là, eux autres, ces 3-là, à chaque fois qu'ils sortent, ils vont pour un plus gros coup. Ben, à un moment donné, ils se ramassent avec un problème aux douanes du Mexique parce qu'ils font des relais de voitures de luxe en contrebande. Là, ils se ramassent en dedans, puis là, au Mexique, ils sont en train de virer fous parce qu'ils sont aussi épais qu'ils étaient là. Puis là, le gouvernement du Canada s'organise parce qu'on est en période d'élection pour les rentrer au pays, whatever. Ça fly, puis il y a plein d'histoires. D'ailleurs, en tout cas, moi, je trouve ça drôle, là. Je suis mal placé de dire que c'est plate parce que c'est moi qui l'ai écrit. Mais ça finit qu'à la fin, ils sont rendus à 90 ans ou quelque chose comme ça, sont en CHSLD et ils mijotent encore des projets. Donc, il n'y a pas eu d'introspection à travers les années? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est boîte. Mais peut-être des petits bouts. Mais puis même rendu au CHSLD, ils leur ont fait des lignes au sol en tape pour pas. Puis les autres, ils n'ont pas le droit de sortir de ça parce qu'ils vont péter une TV, ils vont ébouillanter quelqu'un, quelque chose va arriver. Fait que puis ils finissent, qu'ils racontent leurs histoires, puis bref, comme je dis tout le temps, hein, le ciel est la limite. Oui. La même année, vous avez publié L'homme qui n'avait pas de main. C'est ça, c'était votre premier roman. Et c'est un livre qui traite de golf et de détermination devant l'adversité. Ouais. Est-ce que vous êtes un amateur de golf vous-même? Un petit peu. OK. Sans avoir le talent, j'ai tout le temps été un hyper maniaque de golf. OK. Mais L'homme qui n'avait pas de main, c'est vraiment une histoire de dépassement de soi, puis c'est pas une comédie, ça. Puis de persévérance. Ça aurait pu être un skieur, ça aurait pu être un coureur automobile, ça aurait pu être un joueur de tennis, peu importe. Moi, j'ai choisi le golf parce que c'est mon sport de prédilection. Et il y a énormément de stock là-dedans qui fait référence au club de golf de la Chute, où on a grandi. Il y a des noms qui sont là-dedans. D'ailleurs, je parle encore, les Parizeau sont très, 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 très proches de moi, dans ma famille. Je parle beaucoup du père de Paul là-dedans, ben beaucoup, des anecdotes. André Miron, la gang de la Chute quand j'étais tout jeune. Et l'histoire de L'homme qui n'avait pas de main, c'est l'histoire d'un jeune qui est hyper talentueux, puis il n'y a pas beaucoup de moyens. Son père est décédé, il était assez jeune, puis sa mère, elle se battait pour réussir à nourrir la famille, puis tout ça. Mais bref, il se colle le nez sur le club de golf de la Chute. Puis là, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons que vous pourrez découvrir si vous lisez le livre, ça donne que c'est un jeune homme qui a un talent quand même assez extraordinaire. Et un des adjoints au club, qui s'appelle Gary Taylor, que tout le monde connaît, qui
qui picosse dans le golf un peu, va voir le pro, puis il dit, écoute, tu devrais checker ce kid-là, blablabla, fil en aiguille. Il supporte et il connaît une ascension spectaculaire. Au point où il va gagner quelque chose de majeur pour son jeune âge, ce qui va lui faire perdre les pédales, puis il va se planter, naturellement. Et c'est là que l'homme qui n'avait pas de main entre en ligne de compte. Il va faire une rencontre, il est rendu pro dans un club en Floride, puis pas grand avenir dans le sens que quand monte son salaire, ça va chez eux. Puis cet homme-là qui n'avait pas de main va transformer sa vie de façon assez exceptionnelle. Et la relation qu'ils vont bâtir, ces deux-là, avec Gary Taylor, qui va devenir le cadet de Pierre Lafont. Il s'appelle encore Pierre Lafont pour une raison que j'ignore. Il aurait pu s'appeler Oscar Corbett, là, je ne sais pas quoi. Il va se rendre au sommet de son sport. Ils vont tous se rendre au temple de la renommée. Et ce qui est spécial, c'est que l'homme qui n'avait pas de main, il va s'y rendre lui aussi sans avoir jamais eu la possibilité de frapper une balle de golf. Chris, il n'y a pas de main. Puis c'est assez dur, malgré qu'il a essayé toutes sortes d'affaires. Mais il y a une surprise, il y a un punch à la fin du livre qui, on pourrait le considérer de vouloir faire quelque chose de juste de spectaculaire ou whatever. Mais au bout du compte, j'ai amené une fin qui est assez particulière, que personne n'a vu venir. Puis, ben c'est ça. Est-ce qu'à la base, vous vouliez écrire un roman sur la détermination? Moi, à chaque fois que j'écris, là, ce qui est spécial, là, c'est que je connais rien là-dedans. Je connais rien dans l'écriture, moi. Je suis pas un auteur, je suis pas un écrivain. Moi, je suis quelqu'un qui raconte des histoires, là. Je connais rien là-dedans, je connais pas d'auteur. Si tu me demandais, Richard, c'est qui les auteurs qui t'ont le plus influencé? Il y en a pas. Je connais pas ça. Sauf que mon imagination m'amène à partir sur des sujets, puis c'est pas compliqué, hein. Moi, je peux sortir dehors tantôt, là, voir une chicane au coin de la rue entre un gars et une fille. Es-tu en train de se faire abuser? Lui, il est-tu à bout d'une crise de folle? Tatati patata. Puis là, je regarde ça aller, puis paf, je décolle. Puis, j'en ai 12 romans décrits dans le moment, là. C'est jamais arrivé que je sache en partant comment ça va finir. Des fois, j'ai des idées, mais là, je pars dans mon histoire, je crée mes personnages. Puis c'est ça que je trouve débile. Parce que quand je m'assois à mon ordinateur, c'est comme si j'écoutais un film. Parce que je ne sais pas ce qui s'en vient. Je vais le découvrir moi, je capote. J'ai découvert quelque chose là-dedans là, qui est vraiment... Quand je m'assois, puis je pars, là, si je tombe dans ma zone, puis je découvre au fur et à mesure où l'histoire s'en va. Parce que des fois, j'ai une idée où c'est que je veux que ça se termine. Mais l'évolution des personnages, à un moment donné, fait que alors, ça peut pas aller là, parce que lui, il est rendu là, puis l'autre, il est rendu là, puis regarde. Mais puis j'enroule tout le temps 2-3 en même temps. Quand je suis tanné de jouer dans un, je le laisse là, puis je continue dans un autre. Fait que je me promène un peu là-dedans, comme ça. Vous n'êtes pas la première personne qui me dit que les personnages évoluent un peu par eux-mêmes et non pas selon la plume de l'auteur. Non. Je trouve ça quand même fascinant parce que c'est quand même vous qui donnez naissance à ces... Ouais, mais comment je peux bien dire ça? Des fois, là, tu crées une situation, puis là, en cours de route, tu décides que la personne X va réagir d'une autre manière par rapport à la situation où elle se fait confronter ou whatever. Parce qu'au départ, tu disais, ouais, l'autre, elle va te le challenger là, puis là, l'autre, elle va écraser, puis elle va s'en aller dans son trou. Mais à un moment donné, pendant le parcours, tu dis non, l'autre, elle va se lever de bout, puis elle va la remettre à sa place. Là, ça change la dynamique complètement. Puis c'est ça qui fait que tu poursuis, puis tu continues là-dedans, puis tu découvres au fur et à mesure, comme si tu écoutes un film, puis que tu t'aperçois que ça évolue d'un bord ou de l'autre. C'est la même affaire. Moi, je te le dis, là, écrire pour moi, c'est comme écouter un film ou une télésérie. Tout simple que vous créez, par contre. Ben oui, que des fois, je me fais aspirer dedans, puis je continue. C'est quoi que vous aimez le plus de ce processus? Ben la liberté de
Moi, là, toute ma vie, là, je suis pas un artiste frustré. Non, pas du tout. Je suis un paresseux. Ce que je veux dire, parce que j'ai fait de l'humour un peu plus jeune, puis j'avais pas le... Puis d'ailleurs, avec les années, dans la colonie artistique, je me suis fait plein de contacts. J'ai plein d'amis, plein d'humoristes qui sont chums avec moi. Puis d'ailleurs, Mario Tessier, qui a signé ma préface sur les Beaux-Os. Puis je veux pas faire du name dropping, mais j'ai plein de chums qui ont travaillé très fort pour arriver où ce qu'ils en sont. Je te dis pas que j'ai ce talent-là, mais moi, j'étais pas prête à faire les efforts pour... Non. Moi, j'ai tout le temps dit, ma grande gueule m'a emmené où ce que je voulais aller, mais mais ça prend quand même beaucoup d'efforts. Ça prend quand même de l'honnêteté et de l'introspection pour être capable d'affirmer. Je m'en suis jamais caché. OK. Donc... Je suis un profiteur. Ah oui! OK. Ben, un profiteur. Disons que... Attends, un profiteur, mais les gens qui me faisaient profiter, souvent étaient bien contents de m'avoir dans le portrait pour danser à la claquette. OK. Donc, pour venir à la question, ce que vous aimez le plus, c'est la liberté, parce que la liberté vous permet de... Tu parles au niveau de l'écriture? Oui. Oui, bien ça, oui. Pour moi, c'est une thérapie. Mm-hmm. C'est un moyen de m'évader dans... Puis, je te le dis, là, je comprends pas comment ça se fait, là, mais je me suis mis à... Ça fait peut-être 4 ans là, que j'écris là, de manière plus sérieuse, là. Ça sort. Mm-hmm. Je me suis fait faire un tatou, v'là 1 mois. Ben là, j'ai déjà une idée en tête que j'ai pris mes notes, là. Je vais écrire un livre là-dessus qui ne sera pas nécessairement comique, mais qui va être l'histoire de gens, pour une raison X, Y, Z, se sont tous ramassés sans le savoir avec le même tatou qui va leur causer des problèmes sérieux à un moment donné au niveau de l'ésotérisme et tout ce que tu voudras. OK. C'est un punch que je te vends, Rick. Mais vous dites que, en fait, c'est comme si vous hésitez à prendre le rôle d'un auteur, mais pour avoir écrit 12 romans, vous êtes un auteur. Oui, mais j'ai jamais été un artiste, moi. D'ailleurs, j'ai pataugé tellement longtemps là-dedans pour m'apercevoir que souvent, puis je veux pas nommer de nom, puis j'en nommerai pas, qu'il y a un côté artificiel là-dedans qui m'a tout le temps un peu dérangé. Fait que moi, d'arriver ici puis de me mettre un foulard dans le cou, comme je le dis, le monde dira bien ce qu'ils veulent, mais moi, je suis un gars qui raconte des histoires. Mm-hmm. Un auteur, je ne sais pas, un écrivain. Pas un écrivain, moi, Christy. J'ai une 7e... Non, j'ai un secondaire 5. D'ailleurs, non, mais je suis allé même non, j'ai fait l'option théâtre au cégep Lionel Groulx. Mais ils m'ont sacré dehors après 1 an. Pour vrai? Oui. Comment ça? Ben parce que moi, j'avais appris sur le tas mon métier d'éclairagiste. J'étais en tournée avec UZEB, on tournait en Europe, on tournait partout. Puis je tournais avec d'autres artistes. Puis il y avait un gars à l'époque, c'est mon ami, qui est déménagé maintenant dans le Bas-du-Fleuve, qui s'appelle Marc Lesage, qui était un éclairagiste formé de l'École nationale. Il n'arrêtait pas de me dire, toi, la fortune, t'es pas un éclairagiste, t'es pas allé à l'école, tu connais rien là-dedans. Mais moi, j'avais appris de la manière dure. Fait que j'avais 23 ans, puis j'ai dit, ben tabarnak, moi y aller, moi, à l'école de théâtre. Fait que je me suis en allé, j'ai tout arrêté mes activités. Je me suis en allé à Lionel Groulx, c'était Sébastien Davernas, à l'époque, qui était le directeur artistique. Je m'en vais le voir, j'y compte mon histoire. Fait qu'il décide de ne pas me faire passer d'audition. Viens-t'en. Fait que je commence. Puis là, dans ce temps-là, je ne peux pas dire que je me roulais dans le gros cash, mais j'avais pris la décision d'aller le faire, mon cours d'éclairagiste, pour arrêter de me faire écœurer quand je reviendrai dans le milieu. Fait que là-dedans, je suis là-dedans, puis là, j'apprends des affaires que je connais déjà. Le cours qui m'avait le plus intéressé, c'était le cours de dessin artistique. Mm-hmm. Parce que tous les vendredis, on avait une modèle qui arrivait. On faisait du nu. Puis c'était le seul cours. Puis Jean-Marc, je me souviens plus de son nom de famille, qui était notre professeur, il m'a appris à vraiment observer avant de faire une courbe ou de dessiner quoi que ce soit. Puis j'ai jamais été un dessinateur, moi, là.
Mais ça me faisait observer l'ombre, la lumière, patati, patata. Puis ça m'a beaucoup appris après ça, à quand je faisais une conception d'éclairage ou que j'arrivais en création avec un artiste ou whatever, ça me revenait tout le temps à l'esprit. Puis là, je m'attardais à ça, parce que c'est ça de l'éclairage, hein? C'est de l'ombre et de la lumière. Là. C'est pas. Au début, j'étais bien impressionné avec des gros show rock, puis de la fumée, puis des beams patati patata. Mais à un moment donné, avec le temps, je me suis pas mal plus intéressé au niveau du théâtre, qui est une autre forme d'art, où là, la subtilité prend beaucoup plus sa place. Là. Et c'est ce que j'aimais de l'éclairage, jusqu'à ce que je décide que j'en avais assez. Là. Puis là, je suis arrivé chez Solotech, puis Mais c'est quoi que s'était passé au cégep? Au cégep, on va dire une chose. À un moment donné, je faisais mes cours, puis il faut dire que, tu sais, j'étais un petit peu spécial, moi. Puis, tu sais, dans ce temps-là, l'option théâtre, là, ça arrivait tout avec le robe en terre cuite, puis le baboche en laine du pays. J'arrive là, moi, en Mazda RX-7. Mes petits pantalons italiens, que mon ex m'achetait. Les petites chemises à frou-frou, puis ma valise. Ma road case est empilée à travers le monde avec Uzeb. Je peux te dire que j'avais l'air d'un acide extraterrestre. La moitié du monde m'aimait. L'autre moitié, qu'est-ce que tu fais dans le théâtre, toi? Moi, je lui disais, je sais pas ce que je fais, c'est moi, mais ça a l'air qu'il faut que je passe par ici. Puis tout ça pour dire que, à la fin de l'année, Uzeb, le gérant d'Uzeb, Daniel Lafrance, il m'appelle, il dit, écoute, Richard, il dit, on vient de booker quelque chose de spécial. On s'en va faire 5 soirs à l'Olympia à Paris. Puis on aimerait ça que tu viennes avec nous autres. C'est parce que quand tu étudies à l'option théâtre, tu n'as pas le droit de travailler dans le milieu. For whatever reason. Fait que là, moi, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je reste ici à aller à l'atelier de costume, sa machine à coudre, déguisiner des bébelles, des pièces de théâtre du Moyen-Âge. Ou ben non, je me claque Paris avec Uzeb, puis Le choix était clair. Le choix était clair. À un moment donné, j'ai dit, je suis allé voir la direction, j'ai dit, écoutez, moi, je m'en vais vivre cette expérience-là. Là, ils m'ont dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais regarde, tu en connais les conséquences. Parfait. Fait que je suis allé à Paris faire les concerts avec Uzeb, qui était une expérience incroyable. Je suis revenu, mon col dehors. Puis après ce temps-là, tout le temps que j'ai passé dans le show business, de tous ceux qui étaient restés en arrière de moi, il n'y en a jamais un qui a été par-dessus ce que j'avais fait. Ouais. Fait que je me disais, à la limite, tu avais pris la bonne décision, tu comprends? Puis je l'ai jamais regretté. Là. Parce que c'était le début d'une aventure, ça, hyper flyée. Wow. Mais ça. Pour revenir à vos romans et à votre maison d'édition, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui est venu en premier? On demande souvent, est-ce que la poule était là avant l'œuf ou vice-versa? Donc, pour vous, est-ce que l'idée de lancer une maison d'édition est venue avant l'idée de publier un livre? Non, pas du tout. Moi, j'ai écrit L'homme qui n'avait pas de main, puis c'est là que je cherchais de l'aide là-dedans parce que je savais pas par où commencer, puis je savais pas quoi faire. Et c'est là que José, qui travaillait en correction, puis qui a travaillé dans le milieu littéraire, whatever, puis c'est une bonne amie depuis longtemps, elle m'avait dit, écoute Richard, je vais te donner un coup de main. Puis elle a commencé à bisouner là-dedans avec moi, elle faisait des bouts de correction, elle m'a trouvé une graphiste, ça rive sud. Après ça, une maison une imprimerie pour imprimer des bouquins, patati patata. Puis là, je suis parti avec ça. Puis là, elle m'a fait un méchant mauvais coup. Elle a décidé de mourir d'un cancer virulent. Je me suis ramassé un peu tout seul, mais elle a eu le temps de faire les beaux os aussi. Mais là, moi, je suis pogné avec ça, puis je sais pas quoi faire. Puis je me suis aperçu que le monde littéraire, c'est plus facile de rentrer c'est comme une dans clique? le bureau ovale, pas d'accréditation,
que de te faire foutre un livre dans une librairie dans le fond du dernier tiroir en arrière. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je dis, parce que là, j'ai tout ce qu'il me faut, mon équipe est là. J'ai besoin d'une maison d'édition. Ben, je dis, va faire la maison d'édition. Fait que je suis allé sur le web, puis je suis allé checker au niveau du gouvernement du Québec, puis comment partir une compagnie, patati patata, puis flau, j'ai décollé ça. Tout bonnement. Mais c'est quand même toute une initiative pour quelqu'un qui... Ben moi, c'est parce que j'écris des livres. Comme je te disais tantôt, là, j'ai aucune ambition flyer avec ça, là. Je suis pas en train de dire que j'ai réinventé le bouton en 4 trous. Mais je me disais, tant qu'à les écrire, c'est le fun que je sois capable de les mettre en marché. Fait que là, j'ai envoyé partout. C'est Renaud-Bré, Chambault, nomme-les toutes, là. Zéro une barre. Fait que je me suis aperçu à un moment donné, parfait. Prends un break là-dessus, là, puis concentre-toi sur le fait de partir ta maison d'édition, puis instaure-toi, étant donné qu'on est à l'heure des Amazones de ce monde, là, ben, instaure-toi un système de vente en ligne. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Oui. On dirait que le rejet, ça vous a pas freiné? Ben, non, parce que... non. Mais c'est quand même... moi, je trouve ça très respectable que... Ben, moi, je me dis une chose, puis une autre affaire, là, j'essaie d'entrer dans les salons du livre partout, là. Compliqué. Là, on m'envoie des affaires. Dans quelle librairie êtes-vous diffusé? Dans aucune, ils ne veulent pas nous voir personne. Puis là, je leur envoie mes bébelles. Allez voir mon site, lepetitparfum.com. Allez voir c'est quoi le background. Allez voir ce qu'on veut faire. Allez voir comment qu'on veut... Puis vous autres, les salons, je pensais que votre mandat, c'était de promouvoir la culture. Oui. Puis tout... Non, mais c'est ça. Oui, mais là, monsieur, parfait. Vous faites vos affaires. C'est pas grave, là. Comme je te dis, moi, dans le moment, je fais ça, j'avance là-dedans pour le plaisir de le faire, c'est tout. Mais c'est une excellente attitude à adopter. Ben, je peux dire que si j'avais 40 ans, je serais peut-être un peu moins slack que je suis là. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Jean-François Bibeau, qui est un gars extraordinaire que j'ai rencontré, pas par pur hasard, mais bref, lui, c'est un flyer, lui. Plus que vous? Bien différent. OK. T'as-tu été voir un tour sur lepetitparfum.com? Oui. Bon, mais Jean-François, c'est un Oui, gars j'ai lu assez sa particulier. biographie. Oui. Et comme je lui ai dit, écoute, Jean-François, moi, j'ai 61 ans. Je vais faire mes trucs. Je vais essayer de partir la maison d'édition. Puis, de toute façon, éventuellement, là, il y a 40 ans. Ça va être à toi, cette affaire-là, puis tu continueras. Mm-hmm. Moi, ce que je veux, c'est d'être capable de faire... de donner une vitrine à ce que j'écris le plus possible. Mm-hmm. Mais j'irai pas... je peux pas faire plus que je peux faire. Mm-hmm. Là, au printemps prochain, je fais un lancement officiel de la maison d'édition à Montréal. Puis j'ai des amis, puis je vais faire de la promotion, puis il y a du monde qui vont... Mais à partir de là, I don't know. Est-ce que vous aimeriez avoir des clients éventuellement? Des clients... C'est-à-dire d'autres auteurs? Oui. Ben oui. Oui, c'est le but de la compagnie. Mais pour l'instant, mettons que j'en ai plein bottines avec moi puis JF. Ouais. D'ailleurs, il y a une madame qui était... J'avais un kiosque au salon du livre de Mirabel au printemps passé. Il y a une madame de l'Outaouais qui est venue me voir à peu près 70 ans, qui écrit des affaires un peu flyées. Puis, avec une force de caractère, puis elle m'a laissé une coupe de la poésie, des textes, de l'humour qui fitait dans les cordes que moi je vois de la maison des éditions. Les éditions du Petit Parfum, là, on est loin de dramaturgie grecque, là. Fait que là, elle m'a recontacté, tu ne me donnes pas de nouvelles? Je dis, ouais, mais laisse-moi le temps un petit peu, là, parce que on est en train de démêler nos propres affaires. Mais là où je m'aperçois, c'est que plus j'avance là-dedans, là, il faudrait que je prenne des décisions à voir comment je vais mixer mes choses, parce que je commence à avoir autant d'humour sarcastique que de thèmes que j'aborde qui sont plus profonds, plus sérieux, plus profonds. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Et si ».
Et si? Et si, comme, et si, avec un point d'interrogation, qui est probablement le prochain que je vais sortir après Troufion. Troufion, ça c'était un autre moineau, ça. Parlons-en tantôt, justement, Oui, de Troufion. mais... Les beaux os sont épais, mais Troufion n'était pas en asti, lui. mais Troufion, il va sortir, là. Mais ici, c'est l'histoire... Quand, justement? Comment? À quelle date? Ben là, il est en impression. Fait que lui, il va sortir avec... on va dire une chose. Aussitôt que j'ai les copies en main, je vais les annoncer sur le site web, mais il va faire partie du lancement de la maison avec l'homme et les beaux-os et Troufion. Puis là, on va présenter le catalogue comme où il est rendu. Mm-hmm. Mais après ça, il faut que je commence à mélanger les genres parce que là, il y a les touillous que j'attends. Regarde, je te le dis, là, je pourrais arrêter d'écrire, là, puis je pourrais sortir des livres pour les 8-9 prochaines années. Bien, c'est ça, vous m'avez dit que vous en avez écrit 12, c'est ça? Oui. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à écrire. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse un choix. Là. Qu'est-ce que je sors, là? Parce que j'en ai des astis flyés, là. Mais là, j'ai les beaux-os, j'ai l'homme, j'ai les beaux-os, j'ai Troufion. Mais là, je vais arriver avec quelque chose d'un peu plus... dramatique, qui porte plus à réflexion. Donc ça, c'est ici? Ben oui, puis j'en ai d'autres aussi. Mais ici, c'est l'histoire Regarde, c'est une histoire qui se passe au Québec, puis c'est un peu compliqué, mais je peux essayer de te la faire en 30 secondes. Mm-hmm. C'est la gauche radicale qui réussit à renverser le pouvoir au Québec, à prendre le contrôle, et par un manque d'organisation, vont perdre les pédales. Et pendant ce temps-là, le droit et l'ordre, qui sont les politiciens, la police, sont tellement écœurés de se faire chier dessus, puis de se faire traiter de cocon, puis de cornichon, puis d'épais, puis de manif contre la violence policière, puis tout ça, que les jeunes, ils veulent plus aller dans ces métiers-là. Parce qu'ils se disent, on n'ira pas là, si on se fait chier sur la tête. Mm-hmm. Ce qui fait puis ça se passe sur quelques milliers d'années, là, mon histoire. Okay. Ce qui fait, c'est qu'à un moment donné, les écoles de police se vident. Fait que là, on s'en va vers l'anarchie. Il n'y a plus de police. Il n'y a plus personne qui s'occupe de rien. La gauche ramasse tout. J'ai rien de la gauche, là. C'est une histoire, c'est une fiction. J'en ai plus pour la droite, mais non, c'est pas grave. Mais là, il y a une perte totale de contrôle. Puis pendant ce temps-là, pendant que c'est la folie furieuse ici, toutes les dictatures regardent ce qui se passe ici et en profitent pour venir les aider parce qu'eux autres, c'est une opportunité de s'implanter puis d'avoir un œil sur l'Occident, sur l'Amérique. Fait que le cash débarque. Puis là, ma gang de petits poireaux, là, ils disent tout, gars, ça va bien l'indépendance du Québec, là, patati patata. Le cash, il rentre, puis les Chinois sont là, puis les Russes, tout ce que vous voudrez. Puis là, blablabla. Le monde se divise en deux, l'Orient puis l'Occident. Puis là, la guerre est sur le bord de poignée, mais personne ne veut lâcher le gros morceau. Ça finit que c'est un cafouillis total qui fait qu'on revient à la case départ. Qui est? Check bien ça. Si je suis mêlé moi-même dans mes affaires. Un coup que tout le monde a décidé de laisser le territoire parce qu'il n'y a plus rien, ils ont tout brûlé, ils ont tout pété, ils ont tout scrappé. Pendant ce temps-là, les Premières Nations, eux autres, ils étaient allés se cacher dans le nord. Ils redescendent, eux autres. Il n'y a plus personne, tout est scrap, il n'y a plus rien de bon. Ils reprennent leur place, ils se réinstallent, ils communiquent avec les gouvernements, ils se font une force. Puis là, la coalition fonctionne, ça commence à repousser, tout va bien. Mais ils sont encore en guerre avec les dictatures de l'autre bord. Et au bout du compte, il y a des fractures qui se font à l'interne parce que il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien, là. Il y a deux hémisphères. Mais là, à l'interne, tu as tout le temps des traditionalistes qui veulent retrouver ce qu'il y avait à l'époque, leur tradition, whatever. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Orient et l'Occident, ils disent, écoutez bien, là, on va prendre un break, là, parce que là, la merde, elle commence à pogner chacun sur notre bord, là. Le monde, là. Puis tout ça pour te dire que ça finit qu'on revient à case départ. Il y a 500 pays, il y a de la misère,
il y a de la richesse, mais c'est venu tellement proche, puis c'est là que vient le « ici ». Parce que ça a passé à un quart de poêle à ce que ça fonctionne, cette affaire-là, mais ça a fini par s'effondrer. Ben, c'est quoi le message que vous souhaitez passer à travers ce livre-là? Parce que c'est quand même politique. Oui. Est-ce que c'est d'inviter les gens à la nuance ou à la compréhension des gens qui pensent différemment d'eux? Moi, j'ai une opinion assez serrée là-dessus, que je ne partagerai pas à soir parce que c'est pas le but de l'exercice. Mais ce livre-là, c'est une idée que j'ai lancée en l'air. C'est une histoire, c'est une fiction. On en fera ce qu'on voudra, on la prendra au degré qu'on voudra la prendre, mais je dis pas que... Mais comment souhaiteriez-vous que les gens le prennent ou l'apprennent? Ben, moi, je pense que... ça me tente pas bien d'aller là-dedans, je te dirais. Mais, parlons de Touillou d'abord. Ben non, mais regarde, c'est de l'imagination, puis c'est une histoire. Fait que les gens, ils vont la lire, puis ils en tireront leurs propres conclusions. Mais moi, là-dedans, là, je suis pas de gauche. Ben, je suis pas de gauche, je suis pas de droite. Moi, je suis de rien. Moi, j'ai voté toute ma vie pour toutes les partis selon le programme qu'ils avaient à offrir. Je suis pas un pur et dur. Je suis pas un... J'y vais selon les... Moi, j'ai voté pour toutes les partis, au fédéral et au provincial. J'écoutais ce qui se passait dans le programme. Point à la ligne. Fait que cette histoire-là, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on passe à un autre sujet. Oui. Mais... OK. On va parler justement des Touillous parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ah, on a fini? Oui, presque. Donc, c'est votre prochain roman? Ben là, je ne sais pas si je vais sortir les Touillous, si je vais sortir ici. Ah ben, OK. Je sais pas. Mais les Touillous, ça, c'est une affaire flyée. J'aurais besoin d'un heure pour t'en parler. Mais les Touillous, ça m'est arrivé à la fin des années 90 au bureau chez Solotech. Je parlais avec l'adjointe de mon patron, qui était un ami, André Champoux, qui est une grande amie à moi. Puis je déconnais là-dessus, les Touillous. Les Touillous, c'est des petites bébites qui vivent au centre de la Terre. Puis ils ont une chandelle sur la tête. Puis ils ont une chevelure comme une chandelle, de la cire, patati patata. Puis ils sortent à ton anniversaire. Puis là, c'est d'où vient le to you, c'est Happy Birthday to you. Hein, c'est aussi simple que ça. OK. Puis dans le premier tome que j'avais écrit avec Pierre puis Mylène, ben, c'est de découvrir, parce que, tu sais, faire une longue histoire courte, le Père Noël, là, il y en a un pour tout le monde. Mais les to you, quand tu viens au monde, ton to you vient au monde en parallèle avec toi. OK. Et il sort une fois par année à ton anniversaire. OK. Puis il est avec toi pour passer sa journée. Mm-hmm. Et Et à la fin de la journée, il retourne au centre de la Terre. Puis il y a toutes sortes de processus là-dedans. Là. C'est plus simple qu'il sort. Puis non, si, là, il y a une élaboration flyée là-dessus. Et quand tu décèdes, ben ton to you, il décède avec toi en même temps. OK. Ça, c'est... Mais à un moment donné, pour une raison X, Y, Z, il y a quelqu'un qui a fait, pendant la Renaissance, une mauvaise manipulation d'un objet. Il a bouché les trous des to you. Ah. Fait que là, les to you sortent plus. Mm-hmm. Jusqu'à 500 ans plus tard, il y a quelqu'un qui retombe sur le cas et qui réussit par finir par déboucher les trous des to you. OK. Ça, c'est la fin du tome 1. Mais quand le tome 2 repart, parce que moi, je me suis aperçu à un moment donné qu'écrire avec des gens, ça marche pas, là. Moi, quand je pars d'une affaire, puis d'ailleurs, c'était une source un peu d'obstination dans le temps que j'écrivais avec Pierre et Mylène, c'est que c'était mon idée, puis eux autres, c'est normal, c'est des créateurs. Il y en a des affaires que, puis quand je n'étais pas d'accord avec leurs idées, ils l'acceptaient pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, regarde, on va faire mes affaires tout seul. Mm-hmm. Fait que je suis reparti de l'histoire des to you, j'ai refait le deuxième tome toute seule, et là, ça part dans un intergalactique, avec des monstres à quatre têtes, tout ce que tu voudras, là. C'est un peu flyé. Fait que ça, c'est les to you. OK. Ben, il y en a plein. Mais tu sais, quand je te disais que je m'inspire de pas grand-chose, moi, je suis séparé, ça fait 1 an. Puis par hasard, il y a à peu près 6-7 mois, je reçois un messenger d'une fille. Une Parisienne. Judith. C'est son vrai nom? 33 ans. Hein? C'est son vrai nom? Oui. OK. Ben, c'est son vrai nom. Attends, pas un cave, là.
À 33 ans, elle m'envoie des photos, une belle fille, flyée, toute la kit. Moi, j'ai 61 ans, pas un chou sur la tête, petite bédaine. Je dis, regarde, m'a faire 2 plus 2, je suis pas un cave, là. Mais je dis, m'a joué le jeu, juste pour savoir. Ça s'en va où? Ça va où, ces affaires-là? Je pars avec sa bébelle. Comment ça va? Oui, puis tout, oui, ça va bien. J'ai enduré ça pendant à peu près 2-3 semaines. À un moment donné, je n'avais assez. C'est beau, j'ai eu du fun. Là. Fait que je dis, écoute bien, là, ma belle petite fille, si tu veux me voir, tu veux me rencontrer? Ben, c'est parfait. J'ai dit, je viens de t'acheter un billet. Va-t'en à De Gaulle. Moi, à 4 heures, parce qu'il y a le décalage. À 4 heures après-midi, je vais en te chercher à Trudeau. Il est passé une semaine de site, je te reçois. Tout va être parfait, la kit. Et là, ça a commencé à... Là, elle me dit, ben écoute, tu devrais m'envoyer l'argent. Vraiment envoyer l'argent, je vais prendre mon billet d'avion d'ici. Je dis, bravo, championne. Je dis, je sais pas si je parle à Judith ou à Robert ou à Marcel, mais là, le party est fini. Ben, c'est sûr que je n'ai jamais entendu parler. Mais ça m'est arrivé 2-3 fois, mais à chaque fois, je joue à ça. Je ne suis pas un câble, c'est juste la manière que je m'habille, comme dit le vieux dicton. Mais ça, ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a inspiré une histoire qui est écrite, qui est corrigée, toute, que j'ai juste envoyée à l'impression, qui s'appelle L'Arnaqueuse. OK. L'Arnaqueuse, c'est l'histoire d'une fille qui est d'une beauté incroyable. Puis dès son jeune âge, au primaire, elle commence à faire chanter les petits gars avec des bonbons, des bebelles. Puis elle grandit toujours là-dedans, mais elle sort de l'adolescence, elle rentre à Montréal parce qu'elle vient du nord de l'Ontario. Parce que j'ai dit, si j'avais voulu l'écrire selon la française, j'aurais pas été capable parce que le français de France, c'est pas mon affaire. Puis là, elle rentre à Montréal, puis là, elle continue à faire son... Parce qu'elle a 18 ans, mais elle a l'air d'une femme de 24-25 ans. Tout le monde va être avec Judith, parce que c'est une... Puis elle est très cultivée parce que quand elle était jeune, la musique, l'art, la peinture, ses parents l'ont tout... Fait qu'elle est capable de se ramasser avec des hommes dans des conventions, des bébelles, puis d'avoir des sujets de conversation, et non pas juste d'être la cruche au coin de la table avec les faux ongles. Fait que tout va bien dans sa vie jusqu'à temps qu'elle rencontre le mauvais client. Est-ce que c'est vous le mauvais client? Non, ça n'a rien à voir. Okay. Ça, c'est une fiction. Là. Okay. Mais ça, c'est pas drôle, cette histoire-là. Elle se ramasse dans une situation où elle est allée gosser après le mauvais gars. Ah, OK. Puis ça va prendre des proportions quand même assez spectaculaires, cette affaire-là. OK. Donc, c'est des choses à découvrir. C'est un de vos romans les plus sérieux. Ben, ici, c'est quand même assez sérieux. Oui, je veux dire, ça fait partie des romans qui sont sérieux. Oui, mais j'en ai tellement d'autres. J'en ai un autre que j'ai hâte de sortir, ça s'appelle Les réflexions du petit Poffin. Ça c'est un ramassis de réflexions du petit Poffin, puis je le dis à toutes les 20 pages, capotez pas, c'est de l'humour. Parce que le petit Poffin, il passe des opinions sur n'importe quoi. Le cheese whiz, le soccer, le tricot, la pétanque, n'importe quoi. Mm-hmm. Mais il se paye la traite. OK. Puisque vous avez votre propre maison d'édition, oui. c'est vous le boss. Donc, oui. Qu'est-ce qui vous empêche de publier tous vos livres en même temps? C'est une bonne question, ça. Parce qu'à un moment donné, je me dis que il faut en laisser respirer un avant d'y mettre de quoi dans les jambes. Parce que quand j'en sors un, je veux qu'il y ait toute l'attention. OK. Pour une période X, là. Mm-hmm. Pas des années. Mais si je sors un livre, puis je lui laisse 8 mois, 8-9 mois, 1 an, puis que je fais de la promotion autour, bien, ça va donner une chance d'arriver à son apogée. Oui, puis après ça, ben ping, j'en soigne un autre. Okay. Comme là, le prochain, ben, c'est mon Troufion. Troufion qui est un inspecteur de police dans un village perdu qui se pense pour... il se prend pour Sherlock Holmes, mais... On dirait que vous aimez donner vie à des personnages qui ne sont pas très intelligents. C'est ce que j'aime le plus écrire. OK. Mais c'est pas qu'ils sont pas intelligents, ils sont épais, c'est pas pareil. Ah, OK. Parce que tu peux être épais puis très intelligent. Hein? Ah oui? Oui. OK. Oui. J'en suis un exemple.
Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. C'était vraiment très le fun de vous recevoir. Puis, on invite tout le monde à lire vos livres. Ben et oui. on peut se les procurer au Petitparfum.com pour l'instant. Puis là, je travaille pour me battre contre la grosse machine de distribution. Mais bref, pour l'instant, étant donné qu'on est à l'heure d'Amazon, ben regarde, tu vas sur le petitparfum.com, puis tout est là, le réseau fonctionne, tu me passes la commande. Moi, je cours assis au bureau de poste, je te mets ça dans le malle, puis bonsoir, on est parti. Super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à l'audience aussi d'avoir été ici et merci à vous aussi à la maison d'avoir été avec nous. À la prochaine.